Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti sur une vidéo où on va parler de Kilt. Kilt Protocol, c'est un projet qui fait du bruit dans l'écosystème de Polkadot et de Kusama. Projet aussi très chillé par certains de la communauté, etc. Nous, on va en parler. On va regarder le projet en détail, qui est derrière, comme d'hab, en 3 étapes. La team, le projet et le token Matrix et on va voir ce que ça donne. Est-ce que le projet il a du potentiel? Est-ce qu'on va pouvoir en tirer un peu du jus? Parce que c'est ça qui est intéressant. On regarde ça. Je vous propose de passer sur le PC et on fait le point. Cette vidéo elle est propulsée par PolkaSwap. Si ça vous plaît, vous pouvez aller sur la plateforme, vous regardez, vous pouvez swapper des tokens et faire de la DeFi sur polkaswap.io. Alors, on va commencer le projet en 3 étapes. On va d'abord parler de la team, ensuite du projet et ensuite du token Matrix. Mais déjà, grosso modo, Kilt, qu'est-ce que c'est? Kilt Protocol, ça va être une blockchain qui va être codée sur Kusama et sur Polkadot, sur le substrate. Et cette blockchain, elle va vous permettre de faire des applications décentralisées d'authentification et de validation. Donc en gros, c'est quoi? Le meilleur exemple, c'est vous prenez votre portable, vous allez sur Amazon, vous êtes généralement déjà connecté sur l'application, vous faites un achat et vous êtes connecté avec votre carte bancaire qui est intégrée dans Amazon et tout. Ok, mais si vous allez sur un autre site, je sais pas moi, le site e-commerce de Tata Jacqueline par exemple, eh ben vous allez devoir vous inscrire, vous allez devoir entrer un nom d'utilisateur, un mot de passe, sa carte bancaire, etc., etc., etc. Et ça, c'est un frein à l'achat. Donc, Kill Protocol, lui, il apporte une solution à ce genre de problématique-là, de pouvoir authentifier tout le monde directement à l'aide d'un wallet. Ça veut dire que dans un wallet, donc là, par exemple, ça peut être le polkadot.js, ça peut être un MetaMask, ça peut être plein de choses. Vous allez y greffer votre identité, donc dessus, vous mettez votre carte d'identité ou tout simplement votre adresse, votre carte bancaire, un moyen de paiement ou quoi que ce soit. Et cette identité-là, elle est souveraine, c'est la vôtre. Donc, personne ne doit avoir accès à cette identité-là, sauf aux personnes que vous aurez autorisées. Et encore, certains projets, ils n'ont pas besoin d'avoir votre carte d'identité ou toutes les informations nécessaires. Donc, il y a certains projets qui vont juste devoir vous demander de vous authentifier. Et vous activez une commande sur la blockchain, ça vous authentifie, mais pour autant, ça ne donne pas votre identité au projet auquel vous identifiez. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que du coup, les données, elles restent votre propriété. Et elles ne se baladent plus dans des serveurs, etc. Donc là, c'est un projet qui va résoudre ça. C'est un projet qui va permettre l'authentification et de greffer des identifications digitales dans un wallet sur la blockchain, protégé et infalsifiable. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt intéressant. J'avais vu très peu de projets, voire même quasiment aucun qui fait la même chose sur d'autres blockchains. Donc ça, c'est cool, c'est intéressant. Donc là, le projet, c'est une team allemande. Là, c'est nos voisins, ils sont à Berlin, c'est des Schleux, des Bosch. Allemand, attends que je vienne. Salut à tous, il y a des Allemands. Bonjour à vous. En tout cas, là, la team elle est allemande. C'est des gens qui sont sérieux parce que là, on va parler de 4 personnes, mais derrière eux, en fait, le Kilt Protocol, derrière, c'est une société qui a créé Kilt Protocol. C'est une société qui s'appelle Botlab, B-O-T Lab, où il y a un article sur Zone Bourse. Et en fait, derrière Botlab, les actionnaires de la société Botlab, c'est Ringier et Burda. Et Burda, moi, je connais, parce qu'en fait, j'ai une ancienne amie à moi qui taffe chez eux. Donc moi je lui ai demandé si c'était légit, est-ce que les gars-là ils sont connus et tout. Donc oui, ces gars-là sont connus puisque j'ai demandé à ma pote qui taffe chez Burda. Effectivement, il y a bien un projet, c'est du lourd et ils y sont vraiment, ils taffent à fond dedans. Donc là, Burda c'est quoi? Burda Media, c'est un groupe de médias allemands. Donc je crois même que c'est le numéro 1 du groupe des médias en Allemagne. Donc en Italie, vous avez Mondadori, en Allemagne, vous avez Burda Media, en France, vous avez Lagardère, etc. Mais là, c'est une grosse boîte. Donc là, grosse boîte qui font des milliards. Je crois, de mémoire, ils font plus de 2 milliards par an de chiffre d'affaires.
et on voit les magazines qu'il y a derrière. En fait, c'est un groupe de médias qui possède des magazines, et ils ont tous les gros magazines en Allemagne, là, que vous voyez à l'écran. Le magazine Playmobil, le magazine TV Spy. Alors, c'est trucs allemands, moi, j'y connais rien. Spy Film Plus, Burda Style, des trucs pour les enfants. Il y a le TV Schlau, je sais pas si ça se dit comme ça, hein. Das Haus, Focus, Lisa, enfin voilà, c'est un gros groupe et vous voyez, ils ont vraiment plein de magazines, ils font des milliards, donc même le magazine Lego Star Wars, enfin il y a pas mal de trucs et tout ça en Allemagne, et ils ont aussi des magazines en France et dans d'autres pays. Et du coup, la seconde entité qui s'appelle Ringier, c'est aussi un groupe de médias en Allemagne. Donc les deux gros groupes de médias en Allemagne, ils se sont alliés. Et dans ce groupe-là, en fait, avant, il y avait Ingo Rüb qui bossait pour eux. Donc, du coup, maintenant, il s'est détaché un peu et il travaille là dans cette société-là. Donc Ingo, alors je sais pas comment ça se dit, hein, mais moi je vais dire Ingo Rüb. C'est le patron, on va dire que c'est le PDG, il représente la société. Alors, c'est le fondateur, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui possède tout le projet, hein. Puisque le projet, derrière, c'est deux grosses sociétés, et c'est eux qui ont les actions de l'entreprise Botlab. Lui, il est juste le représentant, et le fondateur, c'est lui qui porte le projet. D'ailleurs, vous voyez, je vous avais mis les chiffres. Burda Media, c'est une entreprise, ils font 2,66 milliards d'euros de revenus par an. Ils sont 12 000 personnes. Bon, là, ils ne sont pas intégrés dans l'entreprise, c'est l'entreprise qui a des participations, c'est un peu différent. En tout cas, lui, Ingo Rüb, son métier chez Burda Media, il était CTO, donc ça, en gros, il était dans la technique. Et c'est lui qui a créé la template, un peu c'est la template Thunder. En gros, c'est quoi? C'est le concurrent de WordPress. Ok, Thunder, c'est ça. En gros, là, un template, c'est WordPress, vous créez un site, ça vous permet de créer un blog facilement. Par exemple, polkafrance.fr, c'est un WordPress. Donc, ça aurait très bien pu être un Thunder ou n'importe quel concurrent. Alors, Thunder, c'est un truc allemand, hein, on le voit. Moi, je connais pas trop les trucs allemands, mais en tout cas, lui, il a créé un template. Et vu qu'il est dans la création de sites internet, Ingo Rüb, vu qu'il est spécialisé dans la création de sites internet, les CMS, ils sont aussi utilisés pour vendre, pour faire du e-commerce. Donc là, on est dans le domaine du e-commerce et on va greffer de la blockchain avec le e-commerce. Ça tombe bien, Polkadot, Kusama et la Web3 Foundation, ils visent à créer le Web 3.0. Donc si vous avez une application qui va vous permettre de vous authentifier partout, sur tous les sites où vous pouvez faire des achats, demain si Nono il veut faire un site pour vendre des slips avec la Tour Eiffel, eh ben, les slips que je vais vendre avec ma Tour Eiffel, eh ben, je vais pouvoir vous proposer de vous authentifier directement avec un wallet et vous allez pouvoir payer en crypto. Dedans, il y aura votre adresse. Vous n'aurez même pas besoin de rentrer votre adresse, votre nom, prénom et tout. Je m'en fiche. J'aurai juste à vous demander les infos qui m'intéressent. Vous validez une transaction et c'est fini. Donc lui, il a vu ces problèmes-là. Il a vu que dans le e-commerce, c'est un frein à l'achat. Enfin, moi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, quand je me connecte sur un site internet, il commence à me demander une page entière d'informations, mon adresse et tout. C'est normal pour pouvoir recevoir un colis. Il faut mettre son adresse. Mais quand vous le faites 10 fois et qu'il vous demande le mot de passe et que vous n'avez pas mis de majuscule dans le mot de passe ou qu'il n'y a que 8 caractères et que vous, votre mot de passe d'habitude, il fait moins que 8 caractères, donc vous avez 40 mots de passe différents pour 46 différents, ça fait péter un câble en gros. Et donc lui, il travaille là-dedans et il a compris ça. Il a compris ça, donc lui, comme son métier c'était de créer des templates open source, je sais pas si c'est open source, si c'est open source, des templates open source pour créer des sites internet, et ben il s'est allié avec d'autres personnes qui ont fait la même chose. Donc là par exemple, cette personne-là c'est Matthias Moller. Matthias Moller, dans Kill Protocol, il va être le directeur des opérations. Il avait aussi travaillé dans le passé avec Ingo Rüb dans la même société, Burda Media. Donc on le voit, j'ai été trouvé sur LinkedIn entre deux recherches. Donc il est bien directeur des opérations, c'est lui, hein. Ouais, c'est lui. Et on voit qu'il a travaillé, donc Bild, à mon avis, c'est un magazine qui appartient aussi à Burda Media. Mais on voit qu'il a travaillé pendant 3 ans à Munich, en Allemagne, chez Burda Magazine. Donc en fait, les deux, là, ils ont travaillé dans les mêmes problématiques et dans les mêmes sujets, dans le même secteur d'activité.
ils se sont regroupés et c'est eux qu'on a mis à la tête du projet parce que lui, il crée des templates CMS et lui, il a une grosse expérience dans la livraison des services numériques. Mais pour l'industrie des médias et pour Internet. Parce qu'en fait, si vous le savez, moi je connais bien ce domaine d'activité-là. Bon, on s'en fout de ce que Nono il dit, mais moi je connais bien ce domaine-là des médias. Et dans le domaine des médias, vous avez les magazines, mais en fait, je pense que les jeunes aujourd'hui, il y a très peu de jeunes qui achètent des magazines. Donc qu'est-ce qu'ils font? Les magazines, ils se développent sur Internet. Sauf que quand les magazines, ils se développent sur Internet, le modèle économique, il est différent. Ils gagnent beaucoup moins d'argent sur Internet que en vendant du papier magazine. Donc en fait, eux, ils étaient appliqués à trouver des solutions pour monétiser en gros, fallait pour monétiser à fond et que en gros, qu'ils ramènent un maximum d'argent pour vendre du contenu sur Internet. C'était ça leur métier. Et donc du coup, lui, il gérait ça et il gérait ça d'une manière plutôt technique. Donc il gérait le back-end pour le trafic et tout ça avec Ingo. Donc les deux socles du projet, donc c'est des mecs de chez Burda Media, grosse société, donc les mecs sont sérieux, ils sont dans le business traditionnel des médias et ils veulent développer les activités internet et ils sont malins Burda Media parce que Burda Media ils ont compris qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à générer de l'argent avec internet. Enfin je sais pas, mais est-ce que vous abonnez au Figaro? Est-ce que vous vous abonnez à Le Monde? J'en suis pas sûr. Donc eux, leur but c'est de pouvoir faciliter tout ça. Donc, Burda Media, eux, ils créent une société pour financer ça. Ils ont levé des millions. Ils vont lever des millions et je pense que ça risque de marcher. On va voir, par contre, ça risque de marcher à condition qu'ils aient beaucoup de partenaires. Et on y revient après. Et puis ensuite, on a Christine Mohin qui est dans le projet avec Casper Maille. Et en fait, ces deux personnes-là, Christine et Casper, eux, par contre, ils viennent de chez Polkadot et de chez Kusama. Donc là, on a Christine. Elle, avant, c'était la directrice marketing de Polkadot, tout simplement. Donc, ils sont très proches de Polkadot. Ils sont très proches de tout ça. Et Casper, lui, il avait aussi travaillé pour des grosses boîtes comme KPMG. KPMG, c'est un Big Four dans le domaine de l'expertise comptable et du conseil en stratégie aux entreprises. Donc les mecs, là, on a affaire à des personnes qui sont à fond dans le business traditionnel et qui veulent développer quelque chose de plus avec l'appui de leur société qui pèse 2 milliards. Donc je pense que déjà la team, elle est solide. Après, on y reviendra après dans le potentiel du projet et tout. Mais moi, je pense que ça va aussi dépendre des partenariats qui vont arriver à mettre en place et de l'adoption. Est-ce que les sites vont utiliser leur module? Moi, je pense que c'est un excellent module, mais on y revient là tout de suite. Mais est-ce que ça va être utilisé? Ça, c'est la grande question. Donc voilà pour la team. On a fait le tour de la team bien. Et maintenant, on parle du projet. Donc vous l'avez compris maintenant, le projet, il va proposer à des utilisateurs, comme vous le voyez à l'écran, de pouvoir se connecter à un service. Et ces services-là, on est dans le domaine du e-commerce, comme je vous ai dit. Donc là, on s'attaque au problème de la confidentialité des données des utilisateurs. Donc, Nono qui veut acheter, enfin plutôt, on va dire là, moi je me place Nono, je suis un vendeur, je veux vendre des slips avec la Tour Eiffel. Donc moi, je vais vous proposer à vendre mes slips. Vous voulez acheter un slip ou un string pour les femmes, s'il y a des femmes qui nous regardent. Et bien là, moi je vais vous dire, bah écoutez, franchement, je sais que c'est galère pour vous avec la carte bancaire, vous allez devoir mettre le code, vous allez créer un espace dans mon site alors que vous avez déjà 40 espaces sur 40 autres sites différents, vos sites préférés, H&M, Zara et compagnie. Bah moi je vais vous proposer d'écouter, on va faire beaucoup plus simple, tu appuies sur un bouton, tu valides et je sais quitter, t'as pas besoin de me donner ton adresse, ton machin, ton truc. Moi je vais dans les authentifications te dire j'ai besoin de l'adresse pour t'envoyer un colis, ton nom, ton prénom, ta carte bancaire ou ton wallet si tu veux payer en crypto. Et voilà, c'est tout. Sauf que là, quand je vais te demander ça, eh ben, en fait, ces informations-là que je vais te demander, je vais pas pouvoir les stocker. En fait, ça va arriver direct dans un flux pour t'envoyer ton colis. Après, si tu veux, toi, m'autoriser à pouvoir utiliser tes données personnelles, dans ce cas-là, tu donnes ton accord. Mais sinon, tu donnes pas ton accord. Ça arrive dans un flux, ça sort une étiquette, on va t'envoyer ton colis. Bon, pour les sites e-commerce, logiquement, ils auraient intérêt à ce qu'ils puissent avoir votre adresse,
votre mail aussi, ça serait bien pour à des fins marketing et à des fins de pouvoir vous contacter s'il y a une galère, le colis n'arrive pas ou quoi que ce soit, c'est quand même bien de pouvoir vous contacter. Donc, on va pouvoir choisir quelles données on fait passer. Mais là, moi, je vous parlais d'une solution dans le domaine du e-commerce, mais ça peut aller plus loin que ça, parce que par exemple, dans le domaine de la crypto, parce que nous, on est des crypto-enthousiastes, on est à fond dedans, demain, vous voulez faire une private sale, vous voulez rentrer dans un projet qui va sortir bientôt et qui fait une levée de fonds. Bah, vous pouvez faire une levée de fonds. Le projet, il fait une levée de fonds, mais comme vous savez, les levées de fonds, la juridiction dans les pays, elle est différente. Par exemple, quand il y a une levée de fonds, une ICO, donc une Initial Coin Offering, je ne sais pas si vous le savez, mais ça, c'est interdit en Chine ou c'est interdit aux États-Unis. Donc les Américains et les Chinois, ils ne peuvent jamais participer. Donc déjà, c'est bien pour nous. Nous, au moins, nous, on participe et je peux vous dire que ça marche bien. Donc, quand ces projets-là qui veulent émettre une private ou qui veulent émettre une vente de jetons, ils vont pouvoir utiliser un module comme ça. Un module de dire, écoutez, moi je ne sais pas si Nono il vit aux États-Unis ou je ne sais où, donc on va lui demander de greffer sa carte d'identité avec un selfie, avec toutes ses informations, téléphone et tout, que c'est auto-souverain, hein. Donc c'est que Nono qui possède ces données-là. Et si les données que Nono présente sont compatibles avec la juridiction, et dans ce cas-là, on lui met un feu vert et il pourra participer à la vente de jetons. Il pourra y avoir des utilisations comme ça aussi. Il pourra y avoir aussi d'autres utilisations encore différentes. Par exemple, vous pourrez vous identifier à des espèces de monnaie digitale bancaire, des choses qui sont un peu différentes. Et on va pouvoir valider plein de choses comme ça. Donc là, on est dans le domaine de la validation des informations. Ok, ça peut être dans le domaine d'un achat, ça peut être dans le domaine de la finance, ça peut être dans plein de domaines différents. Et là, les utilisations sur le web, elles peuvent être assez massives et ça peut aller très loin. Alors ok, mais dans la pratique, comment ça va se passer? Eh ben, dans la pratique, ça va se passer d'une manière où là, aujourd'hui, vous avez regardez en haut à droite de l'écran, aujourd'hui, vous pouvez avoir des wallets comme MetaMask ou comme Polkadot.js. Eh ben, pour vous, ça va être transparent. C'est les projets ou les sites ou toute entité qui aura besoin d'utiliser un système d'authentification qui va l'intégrer dans leur propre module. Vous verrez rien. Vous allez devoir cliquer sur un bouton, il va afficher votre wallet, ça va valider une transaction. Donc, vous avez l'émetteur qui est au milieu et les utilisateurs. Donc là, il peut y avoir Nono, le petit frère à Nono, salut le petit frère à Nono qui monte la vidéo. Il peut y avoir Deep Blue et Gavin Weed. Ben, en fait, il peut y avoir plein d'utilisateurs qui utilisent la solution. Et la solution, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous demander de valider un contrat. Donc, c'est un smart contract. Elle va vous demander de valider un contrat. Donc, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher et qui va vous demander, voilà, est-ce que vous voulez vous authentifier et du coup, l'authentification, elle va protéger vos données. Elles sont auto-souveraines. Donc, les données, c'est les vôtres. Elles n'arriveront pas dans la base de données de l'émetteur, sauf si vous lui en donnez l'autorisation et qu'il vous le demande. Donc, l'émetteur, il va vous dire, ok, il y a une petite fenêtre qui s'affiche. Est-ce que vous êtes d'accord pour valider et pour vous authentifier? Là, vous allez appuyer sur OK. Sauf que quand vous authentifiez, en fait, vous faites une écriture sur la blockchain. Et qui dit écriture sur la blockchain dit validation d'un smart contract. Et donc, du coup, il y aura des frais pour ça. Donc, je ne sais pas de combien seront les frais, mais ça, c'est très important à comprendre parce que si par exemple, il y a des frais de l'ordre de, je sais pas moi, 5 centimes, 10 centimes, c'est pas trop grave. De toute façon, je pense que les frais ils seront toujours de cet ordre-là. Mais du coup, il faudra se poser la question du modèle économique de Kilt Protocol. Ça veut dire que j'imagine qu'au moment où ils vont émettre une transaction et qu'il y aura des frais, il y aura une partie des jetons qui va être soit brûlée, soit revenue à la trésorerie du projet. Donc du coup, le modèle économique, c'est est-ce que l'utilisation du jeton du Kilt, en fait, c'est les frais de transaction, ils vont devoir être payés en Kilt. Donc là, quand vous allez valider une transaction, si vous n'avez pas de Kilt dans votre wallet, c'est pas grave parce que de toute façon, Polkadot et Kusama, c'est des blockchains qui sont assez souples et que donc du coup, vous allez pouvoir payer vos frais en n'importe quelle
monnaie, mais vous allez devoir avoir un token sur votre wallet pour valider la transaction. Donc en fait, c'est des services qui sont payants. Alors c'est pas le but, c'est pas forcément de faire de l'argent, mais il faut savoir que la blockchain, pour valider des transactions, c'est toujours payant, tout le temps, hein. Quand vous envoyez des jetons à quelqu'un, il y a des frais de transaction. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais de transaction, parce que avec des jetons, on valide des blocs. C'est le système du proof of stake, donc POS. Donc vu qu'on valide un bloc, on valide un bloc en envoyant des jetons, et bah du coup, il y a forcément des frais de transaction. Sauf que là, nous, on va se poser la question du modèle économique de Kilt Protocol. Donc ça veut dire que ça, c'est un projet qui va pouvoir être très utilisé, qui va pouvoir débloquer des situations dans plein de solutions différentes, mais nous, en tant qu'investisseurs, si ça nous intéresse de rentrer dans ce projet-là, on va se poser deux questions. La première, c'est un, qui sont les partenaires, qui sont les personnes qui sont proches de Kilt Protocol et qui vont vouloir utiliser cette solution-là. Eh ben, je me pose la question. Deux, c'est est-ce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont vouloir s'authentifier? Donc si demain ils nous disent par exemple Cdiscount ou Rakuten, Price Minister, enfin un grand nom du e-commerce, ruducommerce.com ou Carrefour ou n'importe quoi veut utiliser Kilt Protocol pour faire des achats sur internet, là je vous dis oui, c'est du lourd, ça va être incroyable parce qu'il y aura des millions d'authentifications. Mais par contre, si personne s'authentifie, si personne utilise le projet, bah, du coup, ça va faire l'effet d'un pétard mouillé. Donc, euh, quand il y a plein d'influenceurs, notamment américains et tout, qui chill et qui disent le projet, ça va être du lourd et tout, c'est vrai, le projet, ça va être du lourd, mais est-ce qu'il va être rentable? Est-ce que nous, en tant qu'investisseurs, si on investit dans le Kilt, est-ce qu'on va gagner beaucoup d'argent? C'est beaucoup moins sûr. Ça va dépendre de ces deux conditions-là. Les conditions des partenaires et de la fréquence et du volume d'authentification qui passe sur la blockchain Kilt Protocol. Notez bien ça, c'est intéressant parce que, ok, il y a le FOMO, il y a le prix, les jetons qui moon et tout, on est dans une dynamique plutôt favorable, mais la dynamique elle peut s'inverser et à terme, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, c'est l'utilisation. Donc ça, c'est important de le regarder. Alors pour parler des partenaires et des partenaires que Kilt a mis en place, j'ai été les voir. J'ai été regarder sur leur site dans Community, donc Kilt.io, Community, Kilt Integrator. Donc Kilt Integrator, là, c'est les personnes qui ont prévu d'utiliser le produit Kilt Protocol. Et donc là, j'ai regardé un petit peu les projets, ce que c'était. Donc il y en a quatre, hein. Il y a Galani Project, Sprilab Technologies, Unit B Consulting et XMAP. Okay, donc en fait, là, il y a quatre partenaires. Et comme c'est une team, comme je vous avais dit au début, la team de Kilt Protocol, c'est une team qui sont très dans le business traditionnel et tout. Forcément, là, leurs partenaires, c'est des personnes du domaine, en fait, qui sont proches des sociétés avec lesquelles ils travaillent habituellement dans le domaine des médias, des magazines et tout. Donc là, j'ai regardé un petit peu. Alors, c'est un peu ma galère parce que c'est en allemand et franchement, déjà j'ai du mal en anglais. Alors en allemand, je suis un peu paumé. Mais en gros, voilà, c'est le domaine des médias. Vous allez pouvoir vous authentifier facilement sur ces plateformes-là. Et c'est toujours dans le domaine du web. On voit que il peut aussi y avoir des associations ou des grosses sociétés dans le domaine des opérateurs mobiles ou de l'automobile. Mais bon, voilà, pour moi, les partenaires là, ça, à mon avis, c'est des sociétés. Alors, si vous voulez vraiment faire le job jusqu'au bout, en fait, il faudrait regarder qui possède ces sociétés-là pour voir si elles ont un lien capitalistique avec Burda Media. Mais on voit de toute façon que à chaque fois, c'est des trucs dans le domaine des médias. Donc, eux, ils ont prévu le produit qu'ils ont prévu de créer, ils ont prévu de l'utiliser dans le domaine des médias et dans le domaine de vente de magazines, Internet pour vendre leurs données, etc. Voilà où ils vont les utiliser. Donc, moi, je trouve pas ça fou, les partenaires. Après, par contre, si c'est des sociétés qui les utilisent vraiment et qui ont vraiment beaucoup de transactions sur Kill Protocol, je dis banco et ça peut marcher. Mais j'attendrai d'avoir une grosse... Parce que moi, ces sociétés-là, bah, personnellement, je les connais pas, hein. C'est des trucs
almano-allemand, si on peut dire. C'est des trucs vraiment de l'Allemagne, quoi. Moi, ces sociétés-là, c'est la première fois que j'en entends parler. On voit qu'elles sont à Berlin, toutes. Donc les mecs, à mon avis, doivent se connaître, sauf celle-là, mais à mon avis, ils doivent tous se connaître. Et est-ce qu'ils vont être vraiment à fond pour utiliser le projet? J'en suis pas sûr. Donc moi, je serais le jour où ils nous disent, ouais, il y a un gros du domaine de la grande distribution qui veut utiliser ça, ou un grand du domaine du e-commerce, ou un grand autre que allemand du secteur des médias et que commence à faire des, des, des partenariats avec des gros médias français, italiens, américains, chinois ou autres, là, ça serait du lourd. Mais pour l'instant, c'est un projet, on peut dire, principalement centré en Allemagne. Et voilà, mais ça peut marcher, hein, ça peut marcher. Mais en tout cas, voilà, il faut aller parler des partenaires. Les partenaires, c'est des personnes qui ressemblent à la team et aux sociétés qui sont derrière le projet Kill Protocol. Donc c'est chillé, c'est très... Quand je dis c'est chillé, ça veut dire que il y a de la grosse publicité sur Twitter sur ce projet-là, mais c'est pas parce que les gens ils vous disent que c'est bien que forcément le projet va être incroyable. Par contre, c'est un projet qui est très sérieux. Il propose une application qui est absolument géniale, incroyable. Est-ce que ça va marcher? Je pense que oui, mais ça risque de prendre du temps. Voilà, donc si vous rentrez dans un truc comme ça, prévoyez à ce que ça puisse durer longtemps, quoi. Et dans la crypto, on le sait, tout va très vite. Donc là, maintenant, je vais vous parler du token Matrix et de la distribution des jetons de Kilt Protocol. Donc Kilt Protocol, il y aura 150 millions de jetons qui vont être pre-mintés, donc qui vont être créés à l'occasion du lancement du projet. Dans ces 150 millions, au début du lancement du projet, il y en aura 34 millions en circulation. Donc on va regarder combien ça fait. Il y aura 22,6% des jetons en circulation dès le début. Donc ils vont libérer une partie assez réduite. En fait, ils vont libérer un quart des jetons. Et après, le reste, il va être libéré petit à petit, progressivement. Donc ils vont pas tout libérer d'un coup. Après, il faut savoir que moi, ce projet-là, personnellement, moi, je l'ai vu déjà depuis le mois d'août. Et en fait, au mois d'août 2020, ils avaient déjà proposé une private. J'ai failli rentrer, finalement il fallait mettre, de mémoire, il fallait mettre 50 000 dollars. Franchement, je n'avais pas les 50 000 dollars à mettre là-dedans. Donc encore, si on était plein d'investisseurs, on était 50 personnes à mettre 1000 dollars, on aurait pu le faire. On aurait eu des conditions absolument incroyables. Mais ils ont vendu beaucoup de jetons en private. Et donc du coup, les principaux gagnants là-dedans, ça va être les investisseurs. Parce que si on regarde au total... Donc il y en aura 150 millions au total. Ils disent qu'il y en aura 100 millions pour la communauté et 50 millions bloqués par la fondation. Donc déjà 50 millions sur 150 millions, ils en auront un tiers entièrement pour le projet et après ils vont contrôler le truc comme une société, puisque du coup derrière c'est des sociétés. Mais en gros là pour la crowdloan, ils vont en libérer 4,5 millions. La crowdloan c'est là, hein, c'est en ce moment. Donc pour la crowdloan, ils vont en libérer 4,5 millions. Et en fait, j'ai fait le calcul, 4,5 millions sur 150 millions, c'est tout petit. Ça fait 3% des jetons. Donc là, ils vont libérer 3% des jetons. Pour la crowdloan, franchement, c'est assez faible, hein. Par exemple, sur Moonriver, ils avaient distribué 30% des jetons. Et vous savez comment ça s'est terminé. On a fait un x5 sur de l'argent qu'on va nous vendre. C'était absolument incroyable. Donc là, je trouve que c'est un peu décevant. La crowdloan... Ils vont distribuer très peu de jetons. Par contre, c'est important de le noter que au début du projet, ils vont en mettre que 25% en circulation, donc 34 millions sur 150. Donc il y aura quand même très peu de jetons au début en circulation. Après, franchement, ça peut valoir le coup de le tenter, parce qu'ils vont en libérer la moitié au début, si j'ai bien compris, et le solde petit à petit après. Donc ça veut dire qu'au début, il y aura peu de jetons en circulation. Par contre, on risque d'avoir les investisseurs qui, eux, vont vouloir récupérer leurs jetons et qui risquent de vendre au début. Donc là, on va marcher un peu sur des œufs avec Kill Protocol. Et vu qu'ils vont être libérés à chaque fois petit à petit, on risque quand même d'avoir un effet au début FOMO. S'il y a des gens qui vont à fond dans le projet, il peut monter assez fort au début. Et puis après, freiner un petit peu avec le temps. Voilà. Moi, je pense que je le vois un peu comme ça. Peut-être que je me trompe, hein.
Peut-être que ça va être absolument incroyable dès le début, et dans ce cas-là, ça sera génial. Mais en tout cas, il faut noter que là, le token Matrix, il y en a une grosse partie qui va être contrôlée par la fondation. Alors la fondation, ce qui est bien, c'est que c'est pas des gars qui sont sortis de nulle part. Là, c'est des sociétés, ils savent ce qu'ils font, ils risquent, ils vont pas faire n'importe quoi, ils veulent que ça marche. Et du coup, vu qu'ils veulent que ça marche, à mon avis, ça va marcher. Après, comme je vous dis, à chaque fois, il va falloir être très vigilant sur les personnes qui vont mettre en place l'authentification. Parce que si moi, je veux m'authentifier sur un site sur Le Monde, où je veux m'acheter un abonnement sur Playboy, et ben sur mon abonnement Playboy, bah ok, je vais m'authentifier, mais il va falloir qu'il y ait beaucoup de monde qui s'authentifie pour que le projet il soit rentable, donc on se pose la question de la rentabilité, c'est normal. Après, il y a une chose qui est importante aussi, c'est qu'il y aura une inflation. Alors en crypto, l'inflation, c'est que la blockchain émet des jetons. Comme c'est une blockchain qui est en proof of stake, c'est les jetons qui sont mis en stacking qui valident les transactions du réseau. Donc pour récompenser les personnes qui mettent en stacking leurs jetons, eh ben, il y a une inflation. C'est-à-dire que chaque année, il y aura 5% de jetons en plus pour récompenser les personnes qui mettent en stacking leurs jetons. On va pouvoir aller stacker les kilts et il faut noter qu'il y a une inflation de 5%. Ça veut dire que le jeton il va être dilué aussi un peu au fur et à mesure du temps, comme toutes les blockchains. Donc bon, à 5% ça va. Franchement, c'est raisonnable. Surtout qu'ils ont dit que ça allait être 5% et puis après, ça allait tomber à 1%. Donc franchement, l'inflation va être très raisonnable. Et ça, ils ont dit que ça sera 1% au cours des 6 premières années. Et puis après, ça va tendre vers 0. À la fin, il n'y aura plus d'inflation. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc ils vont le faire sur Kusama. Et logiquement, ils devraient le faire après sur Polkadot. On verra, mais pour l'instant, ils le font sur Kusama. Alors, il faut noter qu'au début, ils n'avaient pas prévu de faire une crowdloan. Au début, ils avaient juste prévu de faire par leurs propres moyens, puisqu'ils avaient vendu des jetons à des investisseurs. Et ils pensaient que ça allait suffire, sauf que les montants engagés dans les crowdloans et les participations en KSM engagées, ils sont tellement massifs à chaque fois, à plus de 100 000 KSM sur les 5 premiers projets. Et je pense que ça va être la même chose sur les suivants. Là, ils se sont dit, ah bah merde, finalement, on a besoin de la communauté, on va leur proposer des jetons. Donc voilà, en gros, comment ça se passe pour Kilt et pour le token Matrix de Kilt. Et après, maintenant, là, je vais vous parler du jeton, comment il fonctionne. En fait, si vous voulez, c'est assez simple, hein. Vous avez la personne qui veut attester son identité, il fait un paiement, donc il valide une transaction, donc ça génère des frais à l'entité. Donc là, en haut, vous avez comment ça se passe, vous, du point de vue des utilisateurs, et en bas, vous avez comment ça se passe du point de vue de la blockchain. Une fois que c'est fait, la transaction, elle est validée sur la blockchain par des validateurs, et ces validateurs-là, ils valident la transaction, et en échange de la validation de la transaction, ils gagnent des rewards, et en fait, les frais de transaction que vous allez payer vont se retrouver sur la blockchain, et ils vont se retrouver sur le protocole Kilt, et ils vont être redistribués au stacking. Donc là, ce qui peut être intéressant, pour ceux qui veulent participer au projet Kilt, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des jetons et de les mettre en stacking. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui va s'authentifier et valider son identité sur la blockchain Kilt, ben en fait, qui c'est qui va récupérer les fonds? C'est la personne qui stack ces jetons. Donc c'est le collateur, c'est le validateur, et qui va recevoir les rewards et qui vont être redistribués après aux personnes qui mettent en stacking. Donc le stacking, il y aura l'inflation qui va être payée, donc les 5%. Quand je dis 5%, c'est pas le taux d'intérêt, hein. Quand je dis 5%, c'est le nombre de jetons qui vont être émis par an. Donc en général, quand ils émettent 5%, c'est toujours supérieur. Donc on risque d'avoir un stacking à 5%, plus un stacking qui risque d'être variable en fonction du nombre de personnes qui vont authentifier leurs transactions. Donc je pense que ça peut valoir le coup, et ce projet-là, il vaudra le coup et il sera rentable. Ça vaudra le coup d'avoir des kilts, à condition à ce que le projet soit très utilisé. Donc il faudra être vigilant là-dessus au fur du temps. Si vous voulez investir dans ce projet-là, faites-le, mais regardez bien s'il est utilisé et le news flow, les news qui vont se passer sur Kilt Protocol. Parce que c'est pas le tout de dire oh, gros projet et tout. Oui, c'est un gros projet, mais il va falloir qu'il soit utilisé. Et puis après, on a la roadmap et là, on voit que là, on en est là. On est au niveau des parachain binding. Donc, une fois qu'ils auront la parachain, là, ils vont déployer le projet
sur les parachains et puis après derrière ils enchaînent, hein. Ils enchaînent, ils vont faire un wallet qui s'appelle Sporon et avec ce wallet vous allez pouvoir gérer votre identité, mettre des jetons dessus, etc. Et puis après ils vont aller de plus en plus loin. On va pouvoir valider des KYC. Vous savez la galère que c'est pour valider un KYC quand il vous demande de faire une photo, de mettre sa tête dans le rond. Des fois vous allez sur un site, il vous demande de valider, cliquez sur 3 bateaux. Bateau, sauf que l'image elle fait 10 pixels, on voit rien du tout, il faut recommencer 3 fois. Sur certains échanges, vous savez, ils vous demandent de déplacer le curseur, de mettre le petit curseur dans le rond. Ah ouais, mais si tu as des gros doigts avec ton téléphone, enfin voilà, ils vont pouvoir faciliter un peu les flux et les méthodes d'authentification. Et on est curieux de voir de comment ça va se passer techniquement. Et si ça se passe bien et si c'est facile à intégrer pour des sites e-commerce, on peut imaginer que ce projet-là marche bien, hein. Donc c'est très intéressant. C'est un projet très intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement, c'est un bon projet. Ça fait plaisir de voir ça sur la blockchain et sur les crypto-monnaies parce que là, on développe des nouvelles technologies, comme d'hab, mais pour le web 3.0. Donc on facilite les techniques d'utilisation des crypto-monnaies sur la blockchain et ça, c'est bien. C'est des projets comme ça qui doivent être utilisés et qui doivent être démocratisés à de plus en plus de monde qui sont en dehors de la blockchain. Et du coup, ça nous facilitera une adoption. Et nous qui sommes là déjà au début du début, nous, ça nous mettra encore mieux. Donc j'espère que tout ça, ça vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Sinon, moi, je vais vous mettre l'article que j'ai rédigé, que Magnum Octopus nous a traduit et nous a posté. Je vous le mets dans la description. Vous pouvez aller le voir. Si vous voulez aller voir ce que Magnum Octopus fait, faites-le. Je vous le mets dans la description. Je vous mets son Twitter et son YouTube. Franchement, c'est un bon. Allez lui donner un petit peu de soutien. Ça serait cool. Et sinon, nous, on est dispo sur Discord, sur Twitter ou sur Telegram. Et je vous dis à bientôt. Sinon, vous pouvez aussi vous inscrire sur la newsletter. Et là, on vous mettra les news au fur et à mesure. S'il y a des gros partenariats sur Kill Protocol, ils seront mis sur la newsletter. Donc je vous dis à bientôt. Merci à tous et à la prochaine.